Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Conformément aux dispositions de la loi portant statut de l'opposition en République du Bénin, le président de la République, Patrice Talon, procédera bientôt à la nomination du chef de file de l'opposition. Plus de précisions dans ce 19h. Organisations de la société civile et acteurs politiques ont tenu une rencontre d'échange le 16 février dernier à Cotonou. Le cadre juridique des réformes politiques au Bénin a été abordé à l'occasion. À suivre dans cette édition, les réactions des citoyens face au changement des noms des équipes nationales du Bénin, désormais baptisées Guépard et Amazon. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. L'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux a organisé le jeudi 16 février dernier un débat public entre les organisations de la société civile, la mouvance et l'opposition. Au cours des discussions, Jacques Kodjo, secrétaire général adjoint du ministère de la Justice et membre de l'UP Le Renouveau, a donné les facteurs de conflit et le cadre juridique des réformes politiques au Bénin. Voici un extrait de ses propos au micro de Anaël Dou. La doctrine a retrouvé deux facteurs principaux qui engendrent les conflits pendant les périodes électorales. La doctrine a identifié globalement deux facteurs. Le premier facteur, c'est que les acteurs rejettent le cadre des élections. Parce que les élections se déroulent dans un cadre. Donc, lorsque les acteurs rejettent ce cadre, ça pourrait donner lieu à des crises. Deuxième facteur, c'est lorsque les acteurs rejettent les résultats des élections. C'est-à-dire qu'au départ, les acteurs acceptent le cadre, mais lorsqu'on délivre les résultats, les acteurs contestent. Ça peut donner lieu à des crises et à des violences. Alors, dans ce contexte, il était important pour nous de rappeler le cadre juridique dans lequel se déroulent les élections dans notre pays. Dès que le président Talon est venu en 2016, il dit toute cette situation que nous avons toujours décriée, nous tous, changeons-la. Mais qui est-ce qui a pu l'aider à changer cette situation? C'est l'Assemblée qui était en place. L'Assemblée qui était en place, on se rappelle tous, ce n'est pas le président de la République qui vote les lois dans notre pays. Ce n'est pas le président de la République qui vote les lois. C'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Et ces lois-là deviennent opposables même au président de la République. Donc, le président Talon s'est dit, il fallait que nous changions les choses. À qui il a demandé ça? À l'Assemblée nationale, dirigée par le président Adrien Roumbedi. C'est cette Assemblée qui a changé la constitution de notre pays. C'est cette Assemblée, dans le changement de la Constitution, on a essayé de créer le duo présidentiel, on a essayé de faire le regroupement des élections, parce que faire des élections chaque année, ça nous coûtait trop cher. Pour votre information, les élections de 8 janvier 2023 ont coûté à la caisse, au budget national, 10 milliards de nos francs. 10 milliards. Les élections du 8 janvier 2023 ont coûté 10 milliards. Financé exclusivement par le budget national.
Aucun partenaire n'a mis un franc dedans. C'est ça aussi une preuve de souveraineté. Et j'y arriverai. Notre Assemblée a voulu sortir de tout ça. Réforme dans la Constitution. Ensuite, nous avons eu la charte des partis politiques en 2018. Dans cette charte des partis politiques, on a réorganisé la naissance et le fonctionnement des partis politiques. Je vais très vite parce que mes autres collègues vont parler. Ensuite, nous avons eu la loi portant sur le financement public des partis politiques en République du Bénin. Après, nous avons eu quelle loi? La loi portant statut de l'opposition en République du Bénin. Cette loi n'avait jamais été votée. Nous avons voté cette loi. Nous avons donné un statut à l'opposition avec à la clé un chef de file de l'opposition dont les attributions sont semblables aux attributions d'un ministre du gouvernement. Et le test le plus fondamental qui régit nos élections, c'est le code électoral. Le code électoral, qui bien entendu a été complété et modifié par une loi interprétative plus tard, mais c'est ce code électoral qui décrit le processus électoral. Qui va participer aux élections? Comment on va déposer les listes? Comment on va sélectionner les listes? Comment on va proclamer les résultats? Et qui sont ceux qui sont responsables de la proclamation des résultats à divers niveaux? Ce sont ces tests qui forment désormais le corpus qui encadre les élections dans notre pays. Le Bénin commémore en ce mois de février 2023 le 33e anniversaire de la conférence nationale de 1990. Une conférence qui a marqué l'avènement de la démocratie dans le pays. En 33 ans, la démocratie s'est consolidée, même si certains redoutent une remise en cause des acquis. Quelques témoins de l'époque reviennent sur cet événement cher au Bénin. Ils sont au micro de Francis Fahmi Nasserine Fatoumbi. La séparation du pouvoir unique au multipartisme. C'est de ça qu'il s'agit, bon, éventuellement. Ce 33e anniversaire, c'est la célébration de la conférence nationale du Bénin, tenue à l'hôtel PLM Aléjo de Cotonou. Vraiment, il faut remercier tous ces délégués qui ont participé à ces assises. La conférence de forces vives de la nation, c'est l'événement historique qui s'est passé en 1990 au PLM Aléjo. Vraiment, je ne suis pas né de la dernière pluie, puisque en ce moment j'étais un peu si grand, j'ai vu beaucoup de choses là-bas qui s'est passé. C'est une très bonne initiative que les hommes politiques ont mis en place en ce moment. Et on se rappelle des moments de crise au temps révolutionnaire. Débuté le lundi et par la faveur du général Mathieu Kérékou qui avait confié la tâche à M. Robert Dossou et Salifou, tous deux professeurs d'université, l'autre Robert Dossou avocat, et qui était entré dans le gouvernement par le biais de la crise qu'on ne doit pas oublier, la crise de 1988 qui a secoué tout le monde entier, où il y avait cessation de salaire. Alors, M. Robert Dossou et son second ont préparé la conférence nationale des forces vives. Et toutes les forces vives de cette nation étaient représentées. Depuis les anciens présidents qui étaient encore en vie, à savoir Maga, Zinsou, Ahoumadegbe, Kongaku Taïrou et beaucoup d'autres
sauf le président Sourou Miga Akuiti qui était décédé décembre 89. Il y a lieu de se rappeler le feu, le général Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza et autres. Il y a lieu de se rappeler aussi Monsieur. Les Béninois oublient vite. Hein. Même l'édifice qui a servi à cette conférence est complètement en déconfiture. C'est dommage. Alors, c'est là où, pour le sort de ce pays a été décidé pour une seconde fois. Voilà. C'est-à-dire après 1972. Mais les Béninois ont déjà oublié. Les Béninois ne sont pas comme les éléphants. Seulement, l'éléphant n'oublie jamais. Maintenant, le multipartisme qu'on s'élève, c'est à partir de là, parce que c'était le parti unique. La révolution, le marxisme-léninisme. C'était la fin de cette ère-là. Et on a instauré le multipartisme intégral. Il faut saluer ce grand événement. Vraiment, je remercie tous ceux-là. C'est ce que je peux retenir. Vous savez, nous on était encore dans l'adolescence, on ne comprenait pas grand-chose, mais il faut retenir qu'il y a eu consensus en ce moment. Ce qui est important, le consensus. Et vraiment, toutes ces institutions que nous voyons aujourd'hui, c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit d'instaurer ces institutions de contre-pouvoir et autres. Vous voyez. Donc il faut s'en réjouir. Des trucs comme ça, il ne faut jamais oublier ça. C'est une référence, il faut se repérer. Si on a des difficultés dans l'avenir, il faut qu'on se ressource à cette histoire-là. Hein? Pour quand même prendre une autre envol positif. Et aujourd'hui, nous célébrons les 33 ans. Je vais demander à la classe politique de s'asseoir pour réfléchir autrement. Ce que nous avons acquis en 1990 aujourd'hui est laissé pour compte. Or, ils ont presque tout oublié. Puisque cette réunion qui a eu lieu au PL Malédio vraiment a révolutionné le Bénin en ce temps-là. Et aujourd'hui, tout est dans le décor. Le président Patrice Talon va bientôt nommer le chef de file de l'opposition, ce conformément aux dispositions de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. L'article 8 de la loi sur le statut de l'opposition stipule que Éric Ondete, président du parti Les Démocrates, devrait être investi dans ce rôle puisque c'est le seul parti de l'opposition qui a obtenu le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale lors des législatives de janvier 2023. Notons que le chef de file de l'opposition peut être sollicité par le chef de l'État pour des missions et questions qui touchent les intérêts de la nation. Warren Sarré, le photographe burkinabé qui expose des photos de tirailleurs sénégalais encore vivants, est lui-même un ancien combattant. Il est devenu photographe au bout d'un parcours de combattant qu'il a confié à Carles Kitome. Suivez plutôt ses propos. Je suis venu au Bénin sous le FENA pour je présente mon travail de longue haleine, comme j'aime l'appeler. Depuis plus de 17 années, je parcours l'Afrique de l'Est et aussi la France pour retrouver les derniers survivants de tirailleurs africains, qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Je suis venu au Bénin 2 fois, où j'ai fait Parakou, Djougou et Cotonou. Je suis allé à Niamey 2 fois, au Niger 2 fois, où j'ai fait Niamey et Maradi. Je suis allé au Mali, et où je tournais dans un petit village. Et je suis allé en Guinée-Conakry, je suis allé au Sénégal, je suis allé en Côte d'Ivoire. Le Burkina, j'ai fait presque tous les villages au Burkina. Et je suis allé en France, où j'ai visité Angoulême, Lille, la Jura, Brive, la Gaillarde
et Paris pour essayer de trouver certains combattants français qui ont commandé nos tirailleurs sénégalais. Parce que nos parents parlent beaucoup de leurs commandants, de leurs caporales aujourd'hui, qui sont souvent des généraux et des colonels qui sont en retraite. J'avais le nom et je suis arrivé à retrouver certaines personnes de cette époque-là qui sont exprimées, qui parlent des tirailleurs. Nous parlons de mémoire collective. Si on parle de mémoire collective, la recherche et la transmission ne doivent pas s'arrêter sur papier aux Africains. Il faut aller aussi enseigner cette histoire aux jeunes générations françaises et européennes. Voilà pourquoi j'ai l'intérêt pour moi d'ouvrir ce travail aux frères d'âmes, en allant trouver les frères d'âmes français dans les différents lieux où ils sont actuellement. Au-delà du travail de mémoire sur les tirailleurs, qu'est-ce que Warren apporte de plus? Ce message qui est derrière ce travail, c'est aussi entreprendre nos jeunes, que ce soit africains et européens, d'aller puiser dans les tiroirs familiales, de chercher à se connaître. Nos parents, notre famille, ce n'est pas seulement papa et maman, grand-père ou grand-mère. Avant eux, il y a eu des personnes qui ont fait, grâce à qui nous avons nos parents, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Nos enfants, nos petits-enfants doivent aller chercher cette histoire familiale. Quand vous vous connaissez, vous pouvez mieux vous accepter. Quand vous vous acceptez, vous pouvez mieux avancer. Le Bénin est le seul pays de la CEDEAO qui respecte les tests sous-régionaux en matière de libre circulation des personnes et des biens. C'est ce qui ressort des missions de l'ONG Bénin Diaspora Assistance menées du 23 novembre au 5 décembre 2022. L'organisation a mené des enquêtes et effectué plusieurs déplacements dans des pays de la sous-région pour constater l'effectivité ou non des plaintes reçues liées aux violations des droits humains. Selon l'ONG, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Mali se disputent la première place en matière de corruption transfrontalière. La Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et le Sénégal sont les pays qui ne respectent pas les tests sous-régionaux en matière de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, selon cette ONG. Dans la commune de Dassa, un camion a percuté un véhicule dans la journée de lundi 20 février 2023. Le bilan provisoire fait un mort et d'importants dégâts matériels. Suite à ce choc qui a fait plusieurs blessés, un autre véhicule en provenance de Cotonou a été sollicité pour transporter les accidentés. Selon les témoins de cet accident, le véhicule s'apprêtait à démarrer lorsqu'il a été percuté à son tour par un autre camion. Le conducteur, sous le choc, a perdu le contrôle et les sacs de farine de blé qu'il transportait ont été tous déversés sur la chaussée. Autre élément dans cette édition, connu dans le domaine de la spiritualité, Sa Majesté Dada des Kamambou a désormais une nouvelle corde à son arc dans le domaine de l'énergie électrique. Plus précisément, il a inventé un générateur qui fournit du courant électrique sans les installations de la SBE. Il est au micro de Jacques-Marion d'Almeida pour plus de précision. Tiens, à Abomey, je suis allé là-bas lui poser certaines questions. L'idée que j'ai reçue là, que je dois payer un ventilo pour le ventilo des bus. Je suis allé payer ça, j'ai vu que la pression est un peu élevée. Le nombre de tours est trop fort. J'ai démonté tout, j'ai pris le moteur, j'ai essayé. J'ai vu qu'il y a en amont et en amont. Si tu ne sais pas faire, ça va tourner au contraire. Mais si tu sais faire, ça va tourner dans le sens où ça peut fournir d'air. Ok, c'est bon, j'ai pris aussi notes. Tout ça là, j'ai cherché le mien dedans. Je me suis dit, au moins, le système que j'ai créé il y a de cela 3 ans me permettrait de servir pas moins de personnes. Donc, j'ai fait l'innovation, j'ai appelé les médias où j'ai fait le lancement de l'appareil, du kit qu'on appelle le GAC Énergie. Si vous voyez cela depuis 3 ans, il faut savoir que c'est moi. Du coup, je ne me suis pas arrêté. J'ai continué. Tout ça là, il faut savoir que c'est des dépenses qu'il faut effectuer.
Parce que tu vas payer l'instrument, à l'instant, ça peut se gâter. Tu vas encore les payer. Donc, pourvu que ce que tu es en train de chercher soit réaliste. Ok, c'est bon. J'ai continué. Je me suis dit, il faut chercher. Or, les premiers kits sont sur le marché. Je ne cesse jamais que cela nous manque. J'ai continué et je me suis maintenant peut-être à une phase finale aujourd'hui. Et aujourd'hui maintenant, à partir de la batterie 12 volts, ça nous donne 18 volts, ça nous donne 25 volts, qui peut alimenter pas moins de 500 ampoules de 12 volts, qui peut alimenter un frigo de 12 volts. J'ai le même système qui donne 220, 250, 300, 500, 1000 volts. Et les ampérages peuvent supporter beaucoup d'appareils. Je suis allé à composer un il y a de cela 2 jours. C'était le 14 février. Et le voltage est à 2500 volts. Du coup, il a dit, il faut encore multiplier et commencer par faire disparaître l'ancien produit sur le terrain. Donc, c'est pour vous dire que là où nous sommes maintenant, vous pouvez commencer encore et encore les commandes de l'appareil énergétique, c'est bien ça, l'OGAC. Je suis le compositeur, l'initiateur. Et notre plan est que nous pouvons même installer tout un immeuble, à peu de 20 étages, de 50 étages, ça ne m'empêche pas de faire l'alimentation de ça, de faire une composition fiable pour ça. Donc, restons avec des Kamabou, Sa Majesté des Kamabou, qui démontre le voltage auquel son invention peut fonctionner. S'il faut 220 volts quelque part, 250 quelque part, il faut même faire sortir, s'il faut même alimenter les motopompes d'un puits à longue métrage, bien à longue longueur, je suis là pour le faire. Ça peut être une distance de 100 mètres, de 1000 mètres. Ça peut être une motopompe de 500 volts, de 25 volts, de 35 volts. Je peux vous les composer et ça va vous tenir. Et encore, c'est comme ça que l'OGAC Énergie est en train de fonctionner. Vous savez, c'est un mécanisme. C'est un appareil qui se charge lui-même. On prend les batteries, on s'installe, ça prend, et c'est le même appareil qui charge les batteries pour lui-même. Donc, c'est moi. Aussitôt fini, l'esprit est en train de manipuler encore mon cerveau. Et si tout va bien, nous n'allons plus maintenant utiliser de batteries. Nous mettons cela dans notre chambre, nous allumons et puis c'est tout. Ça peut faire 10 ans. Ça va être là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, aussitôt quand on finit un schéma, un autre schéma s'apparaître. Nous n'allons pas laisser ça. Il nous faut un peu de sous, il nous faut un peu d'argent pour faire évoluer ce système-là dans tout le monde entier. Les écureuils du Bénin deviennent désormais Amazon pour les dames et Guépard pour les hommes. La nouvelle est annoncée depuis vendredi dernier à travers un arrêté ministériel signé du ministre des Sports Oswald Omeki. Au lendemain de cette annonce, Colombousso a recueilli les opinions de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Suivons ensemble. Changer le nom n'est pas l'essentiel. Guépard, Guépo, ce n'est pas l'essentiel. Le nom aussi suit ce qu'on fait. Quand tu dis que tu es, par exemple, le feu, que tu t'appelles le feu, je crois que dans ta vie là, tout ce qui va se passer
avec toi, peut-être qu'il y aura un peu de pression ou bien ça va s'échauffer un peu entre les choses. Mais quand tu as un adversaire, l'adversaire attend le nom là, il doit avoir peur. Les Guépard fait peur à l'adversaire. Le Guépard, le nom de Guépard là, d'abord c'est un très bon nom et c'est un nom fort. S'il faut donner Guépard et ça va s'améliorer, tant mieux. Mais si on va changer d'écurie à Guépard et ça ne va rien donner, c'est pas la peine. Les femmes aussi Amazon, bon, pour les femmes il n'y a pas de problème. Il y a un artiste qui a chanté pour les écureuils. Et maintenant, d'un coup, ils ont supprimé les écureuils, c'est devenu des Guépards. Ce n'est pas si bon, mais je les encourage pour qu'ils partent loin avec ce nouveau prénom de leurs équipes qu'ils ont. Et je les soutiens beaucoup. Le nom des garçons qu'ils ont changé, soi-disant Guépard, ce n'est pas le nom qui veut jouer sur le terrain. Non, j'ignore. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Aucun des deux noms ne me gêne pas. Ou même Python, tout ça là. C'est pas là le problème. Ce nom ne peut rien changer. Que ça soit écureuil ou Guépard, ça ne changera rien si les acteurs n'ont pas la hargne, n'ont pas le patriotisme, ne travaillent pas sincèrement, sérieusement pour que nous puissions avoir l'impact de résultat du football béninois, c'est-à-dire avoir la CAN ou la Coupe du Monde, ou que le Bénin soit champion de l'Afrique par rapport au football du Coupe des champions, ou dernièrement, c'est le Maroc qui a accueilli la Coupe du Monde des clubs champions du monde. On ne peut pas avoir deux noms de football au Bénin. Il faudrait que les deux noms, il faudrait que les deux fédérations donnent Guépard et Guépard, soit Amazon, Amazon. Moi, je ne sais pas dans quel intérêt on donne Amazon pour le football féminin du béninoise plutôt, et encore Guépard pour l'autre encore le foot. Le Bénin est 2 ou bien le Bénin est 3. Si le Bénin est 1, il faudrait qu'on donne un seul nom pour les deux fédérations. Ces deux changements disent Amazon et Guépard, selon moi, je vois que ce n'est pas bon. Si vous voulez encore vite se corriger, je vois que c'est mieux. Il y a un pays qu'ils ont comme nom le coq, c'est la France. Et le coq a eu 2 fois la Coupe du Monde. Ce que je vais dire simplement, quels sont les acteurs du BF et de tous ceux qui organisent le football chez moi au Bénin. Est-ce qu'ils sont sérieux eux-mêmes? Est-ce qu'ils veulent l'avancement de ce football-là? S'ils veulent, nous aurons les résultats. Mais s'ils ne veulent pas, nous allons toujours tourner en rond. Et je répète, ce n'est pas Guépard, ce n'est pas ceci. Moi, je suis élève à Guégamé. L'équipe de Guégamé s'appelle les Guépards. Depuis des années. Ça devient quoi? Oh, nous n'y a pas eu. Nous avons encore écrit le problème est dit encore dans le club Benetton. Ouais, il nous compte. Nous n'y a pas été écrit là. Pourquoi il y a écrit là? C'est le nom écureuil qu'ils ont. Jusqu'à ils ont battu dans ce pays le Maroc. Tu n'as jamais vu dans l'histoire. Le Bénin a battu le Maroc. C'est le nom écureuil. Et le nom Guépard. On ne comprend rien. Ce n'est pas le nom qui veut jouer. Qui veut jouer. C'est le joueur qui veut jouer. Les choses qui sont devenues des Amazones, ça, je trouve que c'est très bien. Parce que lorsqu'on les appelle des Amazones, ils vont donner du courage, de la force, ils vont bien progresser et bien jouer du ballon. Moi aussi, je joue du ballon, donc je les encourage parce que moi aussi, je vais devenir les Amazones du Bénin. Donc je les remercie franchement pour ce nom qu'ils ont donné aux femmes. Le nom Amazon, ça c'est un vrai nom. Oui. Femme Amazon a lutté pour quelque chose dans ce pays. C'est une grande lutte qu'il a fait d'être là. Donc les féminines aussi n'ont qu'à faire cette lutte et puis ils iront en avant. Bon, si c'est que nous allons changer le nom pour évoluer dans le foot, alors qu'est-ce qu'on attend? On n'a qu'à changer. Mais ce que moi je vois, est-ce que c'est changer le nom qui fera les écureuils des champions de l'Afrique? Non. C'est leur travail. C'est comment ils mouillent le maillot sur le terrain qui va qualifier qui on est, qui notre équipe est. Mais je vois qu'il y a aussi un côté, ce n'est pas seulement le financement le problème. Il y a aussi que nos joueurs là,
On a qu'à essayer aussi si c'est qu'il faut mettre un peu à touche les joueurs qui sont là et aller recruter les jeunes dans les ghettos, dans la rue. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Recomposez votre fédération béninoise. Parlez à les joueurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est-à-dire, vous voulez quoi? Parlez aux joueurs. Il faut commencer par le faire. Il ne faut pas juste se focaliser sur les joueurs qui sont à l'extérieur ou bien ceux qui sont là. Même moi, le ballon, mais au Bénin, on a même si nous sommes supportés, mais on a dit il faut que ça change. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.